l'aventure ultime. Bonsoir à tous, 19h, 20h. Ce soir, ça sera le dernier rendez-vous, hélas, avec le vent des blogs sous cette forme, en direct sans souci sur le ponton des bateaux du patrimoine, sur le quai Guinet. Et donc, ce soir, c'était prévu et on maintient. On reçoit Michel Vrignot, euh, qui va nous parler justement de Guinée. Parce que tout le monde connaît le quai Guinet, au moins les Sablais et ceux qui ont l'habitude de passer un peu de temps ici. Le quai Guinet, c'est donc le port de pêche, et puis c'est le quai des restaurants. Il y a beaucoup de restaurants. Puis en fait, si on pose la question, les gens sont capables de dire oui, oui, je vois où c'est le quai Guinet. Mais si on leur pose la question, Guinée, alors c'est qui Guinée, hein? On avait Gilles Roger qui est un chaumois, hein, pour un Sablé, un chaumois, hein, d'adoption. On lui a posé la question avant-hier, pareil, qui c'est Guinée? Je ne savais pas. Donc Michel est là ce soir pour nous en dire un petit peu plus. Il a écrit un livre. Je peux peut-être raconter vite fait la genèse un petit peu Oui, de ce livre. 2018, c'était les 800 ans de la ville. Et puis, on l'a lancé un défi. Même à la rigueur, peut-être que toi, Michel, tu ne savais pas qui était vraiment... non, 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 hein, pas du non. tout. Et puis, on t'a lancé un défi par rapport à un colloque qui avait lieu un soir, oui, une conférence, de présenter les marins sablais un petit peu, etc. Donc, et toi, tu as tiré dans le chapeau René Guinet, pardon. Et puis, il fallait faire un petit truc là-dessus. Tu as travaillé dessus et tu t'es aperçu que c'était quand même quelqu'un qui avait une drôle d'histoire quand même. Enfin, une belle histoire de marin. Il avait une vie complète. Et puis donc, voilà, ça s'est fait, 2018, etc. Mais en fait, depuis, t'as pas arrêté de dire, attends, il y a des trucs, je sais pas, il a disparu là, on va essayer de retrouver, de le retracer, etc. Et c'est en train de devenir un livre de 246 pages, hein, qui va être Oui, publié courant du mois de non, novembre tout à fait. aux éditions de la Chouette de Vendée. Oui. Hein, et donc, on est là pour en parler du livre, parler de René Guinet. Donc, je te passe la parole. Comment tu as découvert ce personnage et puis comment tu te l'as approprié, puis qu'est-ce qui t'a donné envie d'en savoir plus? Voilà, j'avoue que je connaissais absolument rien de René Guinet à part le nom sur le quai, où il y avait des restaurants, d'ailleurs comme la plupart des gens qui viennent au Sable d'Olonne, le quai Guinet, puis c'est tout, ça s'arrête là, c'est un nom connu, courant, mais on ne sait pas qui est René Guinet. Alors René Guinet, pour faire court, pour le présenter rapidement, sa carte de visite, il est né en 1768, il est mort en 1821. Et c'est un grand, grand marin, j'allais dire du calibre de Surcouf. Donc ce grand marin, sa vie était complètement méconnue. Quand j'ai tiré dans le chapeau de défendre cette figure sablaise, j'ai été absolument étonné de sa vie d'aventure, de combat, d'abordage, de tempête, etc. Alors, mais il faut y aller progressivement. Au départ, il est né d'une famille des Sables d'Olonne, pas de la Chaume, et son père était déjà un grand, grand marin, André Guinet, et il avait déjà été prisonnier sur les pontons d'Angleterre, puisqu'il arrivait de la Caroline, Caroline du Nord en Amérique. Donc il avait 10 ans quand René a appris que son père était déjà prisonnier des Anglais. Et ça va être toute sa vie, sa préoccupation de l'ennemi numéro un pour lui, ce sera toujours été les Anglais. Ce qui explique que parmi sa vie, qui était relativement courte et longue, puisqu'il est mort à 53 ans, il a vécu donc l'Ancien Régime, c'est intéressant de le signaler, la Révolution, le Consulat, l'Empire et les Restaurations. Donc c'est intéressant, c'est une page d'histoire. Mais il ne faut pas aller trop vite parce que René a été d'abord un marin, il était très intelligent, très attentif à ses parents, et il est parti très tôt sur les bancs de Terre-Neuve. Et il a fait il a fait 10 campagnes, 9 ou 10 campagnes sur le grand banc de Terre-Neuve. Alors il a été témoin de naufrages des Trois Sœurs en 1784,
Ça mériterait déjà un livre, rien que ce grand naufrage. Et il a donc été confronté à la difficulté de la mer, météo, tout ce qu'on peut survenir. Et surtout, il faisait même 2 campagnes, parfois dans la même année, de la pêche à la morue. Pourquoi? Parce que les Sables d'Olonne avaient une vocation, bien sûr, de pêche, mais derrière, ils avaient le conservateur qui était le sel. Ce qui fait que par rapport aux autres ports, qu'il fallait parce que c'était le conservateur, on mettait environ 50 tonnes de sel dans un bateau qui partait pour le Grand Banc. Donc quand les Guinées arrivaient au Sable, avec son père, ils avaient le temps, des fois, de faire 2 campagnes dans l'année. Alors, ça, il y avait la pêche à la morue verte, et qui était celle qui venait d'être pêchée, qu'on mettait tout de suite en salaison dans la cale, et quand on avait environ, je ne sais plus le nom, plusieurs dizaines de milliers de morues, on rentrait. D'ailleurs, il n'y avait plus de sel, on rentrait. Et puis il y avait plutôt les Bretons qui faisaient plutôt la pêche à la morue, eux qui asséchaient sur des échafauds dans les îles, mais c'était déjà plus compliqué, c'était des bateaux déjà beaucoup plus importants. Donc René a été très longtemps pêcheur de la morue, et il a été remarqué par ses compétences. Et très vite, il est rentré au service de la marine de l'État français, qui était à ce moment-là Louis XVI. Et il a fait plusieurs campagnes, mais là, c'est un autre chapitre, parce qu'il y a la pêche à la morue, et après, il va y avoir la pêche des grandes navigations. On va rester un peu sur la pêche à la morue. Les Sables d'Olonne, c'était un grand port morutier. Hein. Oui, il a été le premier port morutier de France sous Louis XIV. Il y avait plus de 80 bateaux à ce moment-là. Ça a été le premier port morutier qui faisait ce succès grâce, il l'attribuait à la proximité. Il y avait les salines derrière, il y avait les marais, donc ils avaient du sel, et ça c'était formidable parce que c'était la société du sel. Et très tôt, Guinée va passer de la civilisation du sel à celle du sucre, et ça c'est aussi passionnant, c'est-à-dire que ça va être les aventures aux Caraïbes et à Saint-Domingue. On va pas brûler les étapes, Non. parce que ça va venir un peu plus vite. Oui. Et donc voilà, jusqu'à quel âge à peu près il a fait la pêche à la morue, les campagnes Jusqu'à à peu près 18 ans, parce que pour rentrer au service de la Marine nationale, il fallait avoir 18 ans. Donc avec le système des classes, à 18 ans, il était déjà bon pour travailler sur les bateaux de la Marine française. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a arrêté la pêche. Oui, alors il a eu un intermède. À un moment, il a travaillé sur le Gave. C'était une grosse gabarre qui faisait la navigation de Rochefort à Bayonne. Pendant 1 an, il a fait un peu ses classes, si je puis dire. Et ce bateau, on dit une gabarre, c'est toujours péjoratif dans l'expression des Français. On pense une gabarre, un petit bateau, etc. C'est vrai qu'il y a des gabarres sur les réseaux fluviaux, mais une gabarre, c'est quand même un bateau énorme. Ça peut faire plus de 800 tonneaux. Et on oublie souvent que la Pérouse, quand il est parti faire son expédition avec l'Astrolabe et la Boussole, eh ben, c'était 2 gabarres qui avaient été transformés. Parce que ces bateaux-là peuvent emmagasiner beaucoup de matériel, beaucoup de choses. Tiennent bien la mer. Ils roulent un peu, mais c'est des bateaux très forts pour les expéditions en pleine mer. On peut dire une gabarre, c'est une péniche, mais voilà, alors, de la mer, souvent, la péniche de la mer. Voilà, souvent on parle. C'est un peu péjoratif quand on dit ça. Ces bateaux, c'est réducteur. Mais vraiment, ce genre de bateaux, c'est des bateaux relativement importants qui tiennent bien. Ils roulent un peu, ils sont pas très. Mais c'est des bateaux faits pour les grandes navigations hauturières. Et c'est pour ça que l'Astrolabe et la Boussole de la Pérouse, c'était des bateaux reconvertis, améliorés, pour mettre beaucoup de choses, du personnel, etc. Ils avaient quand même un peu d'armement. D'ailleurs, souvent les bateaux, quand ils partaient avec souvent des canons, 4 ou 5 canons, 6 canons en plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours des menaces de pirates, de mercenaires, de gens un peu indisciplinés sur les océans, comme c'était toujours le risque. On ne savait pas trop qui on allait rencontrer.
Petite digression, au Puy du Fou, il y a le mystère de la Pérouse. Hein, Oui, alors, et c'est une gabarre, ce qu'on voit, oui. cette espèce de coupe là. Alors oui, alors le mystère à la Pérouse il réside plutôt dans sa disparition parce qu'on n'a pas trop eu Ouais. la fin de sa vie. Si on sait qu'ils sont morts, les deux bateaux ont naufragé à Vanikoro. On a retrouvé des traces. D'ailleurs, des amis que je connais bien ont participé aux fouilles archéologiques. Mais vraisemblablement qu'il y a eu à Vanikoro des survivants. Et le problème, c'est qu'on a cherché le message qu'ils auraient pu laisser dans un arbre, dans un rocher, sous une souche d'arbre, que sais-je. On ne sait pas, mais il y a eu des survivants. Il y a eu des survivants certainement à Vanikoro. Ils sont réussi à subvenir pendant quelques années. On ne peut pas en dire plus parce que le mystère de la Pérouse existe. Alors pour le Puy du Fou, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des tirs de canon. La Pérouse n'a pas eu de combat naval dans ses tout, puisqu'il avait même un laissez-passer, même avec sauf-conduit avec les Anglais, qu'on devait lui porter assistance. Donc c'est pas. Bon, enfin, pour le public, on a montré ces cales avec tous ces produits qu'on avait à bord. Ça vaut le coup parce que, comme je dis toujours, il ne faut pas aller voir l'exposition La Pérouse si on n'a pas lu un peu minimum de sa vie. D'accord. Bon, on va laisser la Pérouse. Ouais, on va revenir un petit peu à René mais, Guinet. mais on y est quand même, on est dans les mêmes. Voilà. Bon, on a des sacrés personnages quand même du coup. Hein. J'ai Ah oui. l'impression que c'est. Alors, il est parti. Après, donc, on est tombé dans la civilisation du sucre. Ouais. Il faut savoir que ça a été très important. Pourquoi Saint-Domingue? C'était la perle des Antilles, parce qu'elle a fait vivre tout le commerce du sucre sur l'Europe. Donc, c'était une colonie très importante avec la canne à sucre, avec ça. C'était la civilisation du sucre. Précision, Saint-Domingue, hein, aujourd'hui ça n'existe plus. Saint-Domingue, c'est Ah, devenu quoi? il y a Haïti, Enfin, ça existe, voilà. il y a Saint-Domingue, il y a Haïti. Voilà. Mais il y avait deux parties. Il y avait La République dominicaine, non? Voilà, c'est ça. Alors, il y a la peu. partie, une partie qui est Haïti, qui est française, et la partie Saint-Domingue, qui est un peu autonome, si je puis dire, qui fait beaucoup de tourisme, etc. Mais Haïti, c'est autre chose. Alors, il faut savoir que Haïti ou Saint-Domingue, c'est une entité. Oui. Ce sont les Espagnols qui sont arrivés sur la partie est et la partie ouest, c'était les Français. Il y a toujours eu des chicanes entre les deux parties de Saint-Domingue. D'accord. Et donc, alors on revient à Saint-Domingue, c'était c'était une richesse. Absolument. Et ça nous permettait, ce on apportait des éléments manufacturés pour permettre de vivre sur place. Et en contrepartie, on revenait les cales à rabord avec du sucre. Alors du sucre, il y avait plusieurs sortes de sucre qu'on mettait en pain, ou alors on appelait du sucre terré. Il y avait deux sortes de sucre, et on remplissait les cales. Alors on mettait du café, on ramenait toutes les épices qu'on pouvait ramener, des coques de tortues, mais on emmenait surtout les tortues à bord du bateau parce que c'était de la viande fraîche. On mettait souvent des cabris. Alors il est parti. Je ne dis pas de bêtises, le premier voyage qu'il a fait, c'est en 90. Il est parti sur la Joséphine, il est parti de Nantes, et ils ont fait une expédition sur Saint-Domingue. Ils sont restés pendant 9 mois. En 91. Donc là, ça s'était bien passé. Mais quand il est parti déjà, il y avait déjà des ferments révolutionnaires qui commençaient à bouger, parce qu'il faut savoir qu'il y avait besoin d'une main-d'œuvre importante pour ces champs de canne à sucre. Et au départ, c'était ce qu'on appelait des volontaires qu'on faisait venir, et on leur payait le voyage. Ils étaient payés au pair à l'époque, mais c'était pas suffisant. Donc à ce moment-là, ils avaient un apport d'esclaves qui venaient d'Afrique, on en reparlera, et qui étaient là dans les plantations à travailler. Alors les mamas faisaient les doudous, et les papas, eux, avec la machette, ils coupaient. Donc avec les idées révolutionnaires, on comprend, il y a déjà un esprit qui commençait à s'établir dans la colonie, et quand Guinée est parti, ça commençait à bouger. Mais là, c'était encore en rien ce qu'il attendait, ce qu'il allait voir dans les voyages suivants. Donc ils sont revenus à Nantes. On a les détails, chargés à bloc. Ils allaient à Léogane, ils allaient à la ville du Cap, et ils allaient à Port-au-Prince. En principe, c'était les 3 grands ports de Haïti, qui sont des ports très connus aujourd'hui. Mais à l'époque, ça n'avait rien à voir. Il faut lire un peu Moreau de Saint-Merci, qui a écrit beaucoup de reportages. À l'époque, il était sur place. Il a écrit des livres là-dessus. C'est impressionnant. Ces villes, c'était il faut voir que l'habitat de Saint-Domingue, c'était des maisons en bois.
Les bas, c'était des trucs en terre, en pierre. Il y avait une rue principale. Mais il y avait quand même un théâtre. C'est assez rigolo. Il y avait un théâtre pour les gens du coin, parce qu'il y avait beaucoup de gens. Il y avait des créoles, il y avait le personnel. Mais c'était surtout le rhum qui était la distraction. Les combats de coq pour les esclaves, on leur donnait les combats de coq. Et voilà. Et puis autrement, il y avait des troquets partout, dans Port-au-Prince, au Cap. C'était la vie sous les tropiques. Alors, il y avait les grandes plantations où il y avait les moulins et on faisait tourner pour avoir la canne à sucre, le sucre, etc. Et donc, quand Guinée est allé, c'était encore bien le premier voyage. Alors, il est rentré en 1791 et là, il s'est marié. Il a dû certainement séduire par ses récits Marie-Rose Sochet, qui est une sablaise, et ils se sont mariés au Sable d'Olonne, dans l'église Notre-Dame. Ils se sont mariés le 9 août 1791. Vous allez me dire pourquoi je dis ça. Eh bien, il se trouve que le chroniqueur sablais Collinet parle de cette date dans ses cahiers. Et ce jour-là, il y a eu une tempête extraordinaire au sable, mais sur les Sables d'Olonne, ça, il l'a écrit dans ses cahiers, je ne sais plus le numéro. C'est assez curieux. Et puis alors, deuxième fait à signaler, mais là c'est un fait historique, c'est que c'était sous on avait la constitution civile du clergé qui avait été signée. Donc le clergé officiel était parti, avait refusé, et ils avaient fait venir des spadassins, dont le fameux un prêtre, curé Gérard, qui était un peu illuminé, et c'est lui qui l'a marié, parce que j'ai revu les papiers, il a marié, mais enfin le mariage était valide quand même, puisqu'il fallait bien qu'il soit là. L'évêque constitutionnel s'appelait Rodrigue, lui pareil, c'était qui avait remplacé Monseigneur de Mercy, qui était parti aux États généraux, qui avait refusé la constitution civile du clergé, parti lui aussi. Donc notre René Guinet s'est marié au Sable d'Olonne le 9 août 1791, c'est quand même extraordinaire de le citer. Alors, on parle justement donc des curés et puis ce qu'il faut dire quand même, c'est que les Sables d'Olonne étaient, parce que bon, on parle des guerres de Vendée, Dieu et le roi, etc. Ça, c'est plutôt des histoires dans le bocage. Parce que les Sables d'Olonne étaient. Alors, c'est une très bonne remarque. C'est une très bonne remarque. Il faut savoir que, d'une manière courante, la révolution, ça bousculait un peu les consciences quand même, parce que on avait évolué, on avait renversé le trône. On voulait renverser le trône, renverser toutes les institutions précédentes. D'ailleurs, en supprimant la dîme pour l'Église, ça a été une catastrophe, parce que la dîme servait justement à aider les pauvres, les hôpitaux pour les malades, etc. Donc, c'était un mauvais calcul. Bon, les idéologies ont primé, et il est vrai qu'effectivement, les Sables d'Olonne est resté républicain. Mais l'âme des Sablais était toujours comme celle des Vendéens. Mais pourquoi? C'est que c'est une ville de garnison. Il y avait en gros 4500 habitants, plus les gens qui étaient arrivés en plus, mais avec les régiments dont on a fait le détail, il y avait plus de militaires qu'il y avait d'habitants. Alors quand vous avez des gens en armes partout qui défilent, avec les remparts, les canons, etc., les gens, ils ont mis le profil bas, hein, même si les marins, ils n'en pensaient pas moins. Les femmes des marins, ils avaient gardé leur conviction, mais ils ont fait le profil bas. Il n'empêche que les marins, quand il y a eu l'attaque des Sables d'Olonne pendant la Semaine Sainte de 1793, Joly a attaqué les Sables d'Olonne, les marins sont venus prêter, c'est ce que dit Collinet, main forte aux canons qui étaient installés contre les attaquants, les Vendéens. Donc, étaient ces canons? Alors, ils étaient à la sortie des Sables parce que les Vendéens sont arrivés à Pierre-Levé. Mais ils étaient arrivés à la fleur au fusil, c'est-à-dire qu'ils n'en avaient pas beaucoup. Les canons, ils étaient un peu légers, mais les autres ici, au Sable d'Olonne, ils étaient très compétents, très avertis. Très avertis, c'était des gens de métier, ils avaient de l'armement, ils arrivaient de La Rochelle par bateau, ils arrivaient des munitions et tout. Donc ils étaient très très défensifs. Et effectivement, les deux échecs de Joly, ils ont cru que ça allait se faire assez facilement. Non, là, ils étaient d'une forte garnison. Ce qui explique que les Sables d'Olonne est resté sous l'étiquette républicaine. Il n'en demeure pas moins que les marins ont des fois caché leurs prêtres qui étaient poursuivis, qu'il y a eu le père Baudouin qui est venu cacher dans un sac, dans une barrique pour pratiquer les sacrements. Non, il y a
le fond était resté vendéen, était comme toujours, sauf que les contraintes de l'administration, les contraintes militaires, les contraintes fait que les Sables d'Olonne sont restés. L'explication, elle est là. Et en plus, un petit esprit d'indépendance. Je pense aux rue Nationale, il y a une petite chapelle, une petite maison. Là, Rue du Palais. C'est rue du Palais, oui, pas rue Nationale. Rue du Palais. Alors, tu peux faire deux mots là-dessus sur ce curé qui est resté Ah dans la cave, attendez, mais oui, le père Baudouin a été exilé avec son frère. Il a été exilé. Il est revenu caché dans une barrique de sel pour continuer son ministère clandestinement au Sables d'Olonne, parce que lui, il refusait bien sûr la constitution civile du clergé. D'ailleurs, il n'est pas le seul prêtre dans ce cas, puisque le fameux curé, l'abbé Ténèbres, dont tout le monde a entendu parler, où il y a eu plusieurs livres d'écrits, est parti en Guyane, soit on les égouillait, ce qui a été le cas de l'abbé Petiot, qui a été guillotiné au Sables d'Olonne, soit on les mettait dans un bateau et on les envoyait en Guyane, où c'était ce qu'on appelait la guillotine sèche. C'est-à-dire on mourait, mais à petit feu. Il faut voir d'ailleurs sur les pontons, nous on avait des pontons d'Angleterre, il y avait des pontons anglais, mais il y avait des pontons à Rochefort, c'était pas mieux. Il y a une fosse commune, enfin, il y a une histoire sur le Remblai, non, aussi les guillotinés. Ah oui, alors, oui, mais ça, il y avait le cimetière de la Côte, pas loin de la rue Travaux, voilà. etc. Tous les ossements ont été récupérés il n'y a pas tellement longtemps, et il y a une fosse commune ou une tombe commune qui a été au cimetière de la Rennais. Voilà. Donc c'est pour ça que la révolution Sables d'Olonne, ça n'a pas toujours été tendre. D'ailleurs, il existe toute la liste des gens qui ont été exécutés, fusillés ou guillotinés. Quand la guillotine ne marchait pas bien, etc. Donc voilà. Donc Guinet aurait été là, il aurait certainement participé à la défense, vous savez, c'est normal, comme les marins. Il n'en demeure pas moins qu'ils ne faisaient pas ça d'un gaieté de cœur. Ils préféraient eux, parce que leur idée, c'était de battre les Anglais. Ah oui. Juste dernier point comme ça, je suis en train de penser à cette ville-là. C'est vers la poissonnerie pilote qu'il y avait le tribunal, non? C'est ça? Ah oui, alors il y a eu à côté de la poissonnerie pilote, il y a eu 3 prisons au Sable. Il y avait 3 prisons. Alors, je dirais pas de mémoire. Il y en avait une ici, effectivement, à côté ici. C'est cette espèce de maison ancienne, abandonnée. Avec des grilles, oui. Alors, il y avait le tribunal, la prison, et des fois, il y a la guillotine pas loin. Mais la guillotine était au bout du Remblai, au niveau des attentes. Il faut savoir qu'à l'époque de Guinée, il n'y avait que 2 rues parallèles au port. Et puis que les gens ne s'intéressaient pas beaucoup à la plage. C'est en 1768 qu'on a commencé les travaux de la petite jetée, pour éviter l'envasement du chenal des Sables d'Olonne. Il faut savoir en effet que pour éviter l'ensablement, on était obligé de passer des fagots, on passait avec un bateau qu'on tirait pour enlever le sable, on n'avait pas de grue, et on nettoyait pour que le chenal soit accessible. C'est à partir de 1768, ça tombe bien, qu'on a commencé à faire la petite jetée, le début. Mais les gens ne s'intéressaient pas à la plage à l'époque. On tournait le dos au mauvais temps, on regardait les quais où il y avait les bateaux, les chantiers, la poissonnerie, le poisson qu'on débarquait, etc. Et le sel qu'on encaissait pour aller faire les voyages au grand port. Je continue dans les digressions. Je suis en train de penser justement les gens qui ne s'intéressaient pas à la plage. C'est que, on me racontait, mais je le crois, ça, c'est que en partant vers Cayola, donc en partant en fait de Tanchette, etc., tout le front de mer, aujourd'hui il y a des superbes villas qui doivent valoir beaucoup d'argent. Oui, bien sûr. Ouais. Mais jusqu'à il y a 50 ans, peut-être 60 ans, personne ne voulait construire ici. Parce que le vent, ça hurlait, ça passait partout et qu'on on préférait être derrière, se protéger des embruns, et il n'y avait rien sur cette côte. Voilà, alors il y a un changement de mentalité, mais dans la vue sur la mer, c'est ce qui prime. Oui. Alors, mais comme disait Jean Huguet, c'est très bien d'avoir la vue sur la mer, mais faire la démarche d'y aller, je vais aller voir la mer, me disait Jean Huguet, c'est pas du tout la même chose, parce qu'on la voit plus au bout d'un moment. Moi, j'ai exercé, je peux vous le dire, devant des chantiers, j'ai vu des tas de bateaux se mettre à l'eau, à la fin, je ne savais pas si la mer était haute ou elle était basse. Parce qu'au bout d'un moment, quand on voit toujours quelque chose de beau devant soi, on ne le voit plus. Donc quand on fait la démarche d'aller voir, c'est me disait Jean Huguet. D'accord. On revient à Guinée parce qu'on l'a oublié un peu. On l'a perdu un peu. Donc on a dit qu'il avait fait une campagne avant de se marier.
comment il était embarqué, parti pendant 9 mois? Il était quoi, lui? C'était un matelot de base Ah ou non, déjà... non, non. Non, non, il Ah était... non, non, il avait déjà pris un petit peu de galon. Au départ, il a été novice quand il est parti à la pêche. Après, il est devenu, il a été mousse, novice, etc., matelot. Et puis après, il est devenu pas encore capitaine, mais lieutenant de vaisseau, si je puis. Il a pris du galon. Alors, quand il est parti la première fois à Saint-Domingue, de mémoire, les archives, je crois qu'il devait être le lieutenant numéro 2 ou 3. Numéro 2 ou 3. Alors, il s'est marié. J'en profite tout de suite pour dire qu'il a eu une grande descendance. On a cru qu'il n'avait pas eu beaucoup d'enfants. Si, il en a eu 7. Le problème, si je puis dire, c'est que ses enfants sont morts en bas âge. Il a eu 3 filles Césarine, qui est une fille exceptionnelle. On pourrait en parler aussi. Elle s'est mariée avec un des marins de son père, qui était un très bon marin, Rondenay. Elle est décédée à Nantes. Ça, c'est encore une autre histoire. Et il a eu un fils qui a survécu. Et ce fils n'est pas rentré dans la marine. Il a fait receveur municipal ou principal, je ne sais quoi qu'on dit, au Sable d'Olonne. Donc il n'a pas fait une grande carrière maritime. Il est mort à 43 ans. J'ai oublié son prénom. Ça va d'importance. Sans descendance Sans descendance, il était célibataire. Parce que c'est pas un nom non, 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 avoir des non, Guinées non. à gauche. Alors, il y a d'autres Guinées, mais j'ai tout le tableau généalogique. Mais surtout, il s'apparente beaucoup avec la famille des Louineaux. Il en existe beaucoup au Sable d'Olonne aussi, les Louineaux, parce que sa maman, à René Guinet, était une Louineau. Et les Louineaux, c'est une grande fratrie aussi. On pourrait en faire un livre aussi, parce que son oncle a participé au fameux combat du Vengeur. L'oncle de René Guinet, Louineau, a participé avec lui à la pêche à la morue, mais après il a été réquisitionné, si je veux dire, pour combattre dans les bateaux de la Révolution, et le fameux Vengeur du peuple, qui n'a rien vengé du tout, ou c'est encore une légende. Ils se sont battus, certainement avec beaucoup de courage, mais Renaudin, qui était capitaine, s'est rendu aux Anglais avant tout le monde. Les Anglais... Et lui, Louineau, s'est battu jusqu'au bout sur le fameux bateau du Vengeur, le fameux combat de Prairial. J'ai oublié l'année. Parce que les dates, il y en a un paquet. Donc, René Guinet n'a pas participé à ce combat de Prairial, bien connu, mais... C'était passé où ce combat? Au large d'Ouessant. D'accord. Au large ouest. En fait, c'était pour préserver une arrivée d'un convoi de farine qui arrivait des États-Unis. Heureusement que Villars-et-Joyeuse a bien réussi. Ils ont réussi quand même à faire passer le convoi, mais on a pris une raclée. Les bateaux ont pris une forte raclée ce jour-là, dont le fameux bateau Vengeur qu'on avait appelé. Il s'appelait avant le Marseillais, je crois. Mais on avait changé les noms. C'est comme Noirmoutier, on avait changé l'île Noirmoutier. On avait appelé ça l'île de la Montagne. Alors là, vraiment... Et donc ça se passait après l'indépendance des États-Unis? Ah oui, alors les États-Unis, ça a duré 7 ans, 1781, 1700 jusqu'à 1783. Voilà. Alors, il faut savoir que également les Sablais ont perdu 92 hommes qui sont morts, marins, ils sont morts en Vendée. Attendez, Lidieux, Noirmoutier, les Sables, il y a eu 92 marins qui sont morts pour la guerre d'indépendance des insurgents. En fait, les insurgents d'Amérique se sont insurgés, on ne disait pas les Américains. Pourquoi ils se sont insurgés contre les Anglais, leurs patrons, si je puis dire? Ils voulaient plus payer les taxes sur le thé, sur le café, c'est tout. C'est une affaire de rébellion. Tout simplement contre... Ils étaient à 3000 km, alors ils disaient on va pas payer tout ça. Et là, les Anglais se sont fâchés, ils ont dit non. Et nous, on est venus prêter main forte à aux insurgents contre les Anglais. Mais c'était je ne sais pas si on a gagné beaucoup d'argent dans cette affaire. Ça coûtait très cher. Et je peux vous assurer que c'était une des causes de la Révolution française, parce qu'on avait mis les fonds, les trésors publics, si je puis dire, à nul. Nul, il n'y avait plus d'argent pour payer le personnel, payer ça nous a coûté très cher. Je suis pas sûr que les Américains ont toujours été reconnaissants de cette affaire. Mais c'était... Louis XVI a longtemps hésité.
Louis XVI a longtemps hésité. Alors, évidemment, Lafayette a trouvé le moyen de le convaincre, après que d'autres, etc. Les philosophes étaient contre, ils disaient ça coûte cher, ils avaient raison de ce côté-là. Mais ça nous a coûté 92 hommes entre les marins de l'Île-Dieu, Noirmoutier et les Sables d'Olonne. D'accord. Donc, voilà. On est... Oui. Non, mais je reviens. Non, Louis Guinet, il était un peu jeune à cette époque-là. Ben oui, alors oui, il était adolescent, absolument. Mais René Guinet a suivi tout ça. Donc une fois de plus, tous ces emprisonnements, tous ces combats, les Anglais ont voulu. Il faut savoir, une clé de l'histoire, c'est que les Anglais, ça leur enfoncer une porte ouverte. Les Anglais, c'est une île. Ils ont besoin de toutes les ressources de minerais, de bois, etc., de vin, etc. et tout. Et il fallait qu'ils dominent les mers. Alors que nous, donc ils mettaient tout leur budget, on peut le dire, sur la flotte. Alors que nous, en France, on est un territoire maritime, mais surtout et aussi continental. Donc le budget, il faut le diviser, il faut savoir, est-ce que... Alors, ça a toujours été le conflit entre la vocation maritime et la vocation... Quand on n'a pas compris ça, des fois, alors on favorisait la marine. Alors Louis XVI a reconstitué la marine. C'est après la guerre de 7 ans, il a reconstitué la marine. C'est le roi marin qui n'a jamais été en mer. Là, il faut quand même le dire, mais c'est quand même lui qui a initié des grandes découvertes, c'est lui qui a mis au point le voyage de la Pérouse, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Donc c'est intéressant de voir que, j'allais dire, voilà, la vocation est maritime. Mais les Sablais, eux, c'est une vocation essentiellement maritime contre les Anglais. Et je ne sais plus qui me disait que il remarquait que, attention là, ok, les Sables d'Olonne, c'est une terre de marins, il y en a aussi, enfin sur la côte, Oui. etc. Mais le département en lui-même n'a jamais été gouverné par des marins, ça n'a jamais été une terre de marins. Absolument. Alors absolument. Il y a eu quand même le maréchal du Chaffaut, il y a eu Vaugirard, il y a eu Hector, l'intendant de Brest, qui était de Fontenay-le-Comte. On a eu, c'est vrai, en Sables d'Olonne, la Vendée n'a pas, c'est pas comme les Bretons vraiment. Oui, voilà. Tout. C'est vrai. Et puis même maintenant, longtemps, on a tourné le dos à la mer. Et c'est maintenant qu'on a trouvé les stations balnéaires, les sports d'été, tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai. Il n'en demeure pas moins qu'il y a eu quand même de grandes figures de marins, dont je parlais du Chaffaut et d'autres, etc. On va parler de Philippe de Villiers. Bon, juste un aparté sur ça, mais alors, il disait à notre micro, ça remonte à quelques années, comme quoi il commentait un petit peu, mais en disant que sa fierté, je ne sais pas s'il le disait comme ça, mais c'était quand même d'avoir réconcilié un petit peu et puis d'avoir fait en sorte qu'en Vendée, on avait quand même 2 locomotives qui étaient le Puy du Fou, Oui. dans le bocage là-haut, Oui. et puis le Vendée Globe actuellement, au Sable d'Olonne, et que grosso modo, on avait réussi à réconcilier un peu justement le bocage et la côte dans un destin commun et dans un élan commun. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. J'en parlais un jour avec M. Auvinet, donc le président du conseil départemental. C'est vrai, il découvre un petit peu la vocation maritime de la Vendée. On l'a retrouvé avec la construction navale, avec le Vendée Globe, mais Beneteau, c'est le premier constructeur de bateaux, etc. Donc le domaine maritime est devenu pris une importance énorme pour les loisirs, pour la biodiversité, pour tout ce qu'on veut. On le découvre un peu tard. Je sais qu'on disait, oh, les dunes, ça vaut rien. Mais si, ça vaut de l'or. Justement. Non, c'est bien. Et maintenant, on le découvre. On envisage même faire des ports un peu partout. Hein. Il y a des velléités, oui. Je ne sais pas ce que ça donne. C'est du côté de Bretignolles. Oui, mais ils ont changé les têtes d'affiche. Alors, ça change, les dossiers passent au-dessus ou en dessous. Tout dépend. Mais donc, la vocation maritime, à travers un personnage comme René Guinet, je crois qu'on peut faire le tour du monde, parce que lui n'a pas fait le tour du monde, comme les Vendée Globe, mais il a traversé des dizaines de fois l'Atlantique. Il a fait des circuits inimaginables, parce que souvent on passait au sud des Açores, pour profiter des Alizés, on arrivait sur les Antilles, et on revenait souvent en remontant par les côtes américaines. Donc on allait à Norfolk, normalement à Norfolk, parce que souvent les gens c'était un peu un carrefour de port où il y avait beaucoup de bateaux qui venaient aussi bien des Antilles. Et on prenait des passagers. Et souvent, Guinée, dans ces bateaux de transport, emmenait des passagers.
Donc c'est intéressant de le noter. On passait sur les côtes d'Amérique en même temps. Donc il y avait le circuit, parce qu'en plus les flux de vent étaient favorables. Les courants du Gulf Stream, comme on dit l'autoroute, pour revenir chez nous, eh ben, ils prenaient tout ça. Ils n'étaient pas bêtes, ils connaissaient bien, ils avaient des cartes un peu tachetées, il y avait des coups de crayon en dessous, il n'y avait pas de GPS et tout, mais avec le compas, ils savaient. C'était des grands marins, dont Guinée, je pense, et il est hors pair. Alors on va revenir justement Voilà, à lui. tout à fait. On l'a quitté, il s'était marié, il est voilà avec Marie-Charlotte, non, Marie-Rose. Marie-Rose. Marie-Rose Sochet. Bon, et puis il a continué quand même à vivre sa vie de marin de la marine marchande. Oui, marine marchande, il est retourné deux fois après au Saint-Domingue. Il a fait trois voyages sur Saint-Domingue, dont un, il y a un mystère. Il a resté longtemps, il faudra lire le livre parce que Oui. j'explique un peu les possibilités. Et chaque fois, il a trouvé que la situation se dégradait. Et le troisième voyage qu'il a fait, c'est sur le courrier de Léogane. Ils sont passés à Léogane, et là, c'était déjà la Révolution. Il faut savoir que Saint-Domingue, qui est devenu indépendante en 1805, de mémoire, avec général j'ai oublié son nom. Donc les esclaves se sont révoltés. Toussaint l'ouverture. Toussaint l'ouverture. Merci. Toussaint l'ouverture, bah oui, mais il a connu. Donc les esclaves, les métis, tout ça, ça s'est mis. Ça a été une ébullition et ça a été la révolution. Ils ont massacré, mais il faut dire carrément, ils mettaient le feu aux plantations, dans les moulins, ils cassaient les propriétés. Il y a eu des viols, des massacres. Ça a été une révolution totale. Et là, quand ils sont passés la troisième fois avec le courrier de Léogane, ils ont même embarqué des gens qui avaient tout perdu. Je ne sais pas le nombre de personnes. Il y a eu des massacres au mois de juin, je ne sais plus, 93. Ils ont embarqué des gens qui étaient démunis, ils les ont déposés à Norfolk, justement, dont je parlais. Et parce que les gens, ils ne pouvaient pas tenir, c'était pas tenable. C'était vraiment la révolution totale. Le feu a régné sur toute la partie française, Haïti aujourd'hui. Un peu comme au Zimbabwe. C'est ça, hein. ça a été ça. Ça a été coriace. Et la Guinée, il a compris que c'était. Donc ils ont eu pitié des braves gens, ils en ont ramené dans leur bateau. Il s'appelait le courrier de Léogane. Or, il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est que Guinée, quand il est arrivé à Norfolk, il a été malade. Il est tombé malade. On n'a pas su, il est resté quand même 3 mois. Et c'est intéressant parce que les maladies de bord, il a fallu que on a cherché un petit peu. C'était la fameuse maladie de Siam qu'ils appelaient comme ça. C'est la fièvre jaune, une maladie épouvantable. On changeait de teint, on vomissait, on a de la fièvre et on mourait. Alors, j'ai retrouvé un peu toutes sortes de types de maladies, et c'est grâce à la thèse Romieux de Mademoiselle Delahoustre, qui a fait une très belle thèse sur les maladies à bord des bateaux, etc. Romieux, qui était pharmacien connu en Vendée, qui a fait des articles et de belles parutions sur les maladies à bord, je m'en suis inspiré. Mais là, alors donc il est resté 3 mois, mais le bateau est parti. Le courrier de Léogane, il est parti. Et il a attendu 3 mois. Alors, je ne raconte pas ce qui s'est passé à Léogane, parce qu'il y avait des bateaux qui étaient en attente depuis longtemps, les marins qui, dans les ports, c'était la Java un peu. Même les Américains se sont plaints, parce que il y avait des bagarres, des coups de fusil, des coups de... Ils en ont eu marre, mais c'est le Trajan, il y a eu 2 ou 3 frégates françaises. C'était l'insubordination. La Révolution s'exportait dans les bateaux, et puis il n'y avait plus de pilotes à bord au bout d'un moment. Et alors, au bout de 3 mois, il a embarqué sur l'Hirondelle, un autre bateau qui devait ramener de la farine en France. Et une histoire incroyable, bon, je ne vais pas raconter les détails, quand le bateau quand l'Hirondelle est arrivé à Brest, pour retrouver les dates, ils ont débarqué du monde, ils revenaient sur Nantes, et au moment qu'ils sont sortis du goulet de Brest, un truc incroyable, dans sa lunette, Guinée, il dit, mais qu'est-ce que c'est ce bateau? Qu'est-ce que c'est ce bateau? Qu'est-ce qui rentrait? Le courrier de Léogane qu'il avait laissé il y a quelques mois. Donc ces petites connexions de l'histoire, c'est assez rigolo. Alors il est revenu après ça à Nantes. Là, les choses ont changé. Il a été nommé pour partir en Guyane, peu de temps après, en Guyane, sur le bateau qui s'appelait le Crocodile, bien nommé pour l'époque, le Crocodile. Alors ils sont partis en Guyane, et là il est resté 2 ans et demi en Guyane, jusqu'en 2 ans et demi, de 96
jusqu'à 1787. J'ai pas les dates précises parce que des dates, j'en ai 2 ans et demi où il préférait être en mer que d'avoir toutes les maladies qu'il y avait à terre. Mais c'était toujours pareil, il y avait encore, c'était un peu le chahut aussi, parce que on voulait l'indépendance des Africains qui étaient exportés là, voulaient plus travailler, c'était le chahut. Bon, il a vu que ça marchait, il préférait être en mer. Et là, il est descendu jusque sur l'Amazonie. Et ce qui est curieux, c'est qu'avec son audace, l'Amazone, c'est c'est le plus grand fleuve du monde, je crois. Dans l'estuaire de l'Amazonie, il a réussi à monter à l'abordage d'un bateau énorme portugais. À l'époque, on était en guerre contre le Portugal, parce que le Portugal était allié avec l'Angleterre. Il n'appréciait pas le blocus, etc., qu'on voulait maintenir contre les Anglais. Et parce qu'on a toujours voulu faire l'opposition à l'Angleterre. Et là, il est resté 2 ans et demi. Alors, pour ce détail, il y en a eu et tout. Il est revenu en France. Donc, il est revenu après son séjour. Et comme il avait été bien aperçu par ses autorités, par le ministre de la Marine, on dit on va vous confier une mission secrète. Alors, longtemps, j'ai cherché ce que c'était, ce qu'on pouvait... Qu'est-ce que pouvait être une mission secrète à René Guinet en 1796? Qu'est-ce qui pouvait bien? J'ai pensé que c'était faire un espionnage, emporter des dossiers précieux, de l'or, des bijoux, je ne sais pas. En fait, j'ai trouvé, il a amené dans son bateau un agent batave, qu'on disait à l'époque, donc hollandais, parce que les Bataves, les Hollandais avaient déjà des projets, déjà peut-être sur la Guyane hollandaise. Donc il fallait pas le dire par rapport, puis on se méfiait des espions. Donc il a conduit, j'ai oublié le nom de cette personne, il avait un secrétaire, ils étaient 2 ou 3. Donc il avait surtout mission, ça c'est très important pour Guinée, il avait surtout mission de ne pas se faire prendre et de surtout pas attaquer, de prendre de risques quoi que ce soit. Alors il a réussi à bien faire sa mission, il est arrivé en Guyane, où c'était encore le chahut, on s'en doute, etc. La récolte, personne ne voulait la ramasser, etc. Il dit, bon, ben, c'est pas grave, moi je quitte de toute façon. Il revient en France. Alors pour revenir en France, il est reparti sur les Caraïbes, il est remonté, et là, son destin a basculé. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu dans sa lunette une voile blanche. Elle dit, celui-là, je le prends à l'abordage, j'attaque. Mais comme il s'est rapproché, il avait le vent avec lui, c'est très important d'avoir le vent avec lui, il s'est dit, mais là, ils sont plus armés que moi. Lui, c'était une goélette, il avait 20 canons, et l'autre, il avait plus de 40. À bord, ils étaient 450 du côté des Anglais. Ce qu'il a vu au dernier moment, c'est les Anglais. Il avait le vent pour lui, c'est trop tard. Il n'y a qu'une chance de s'en sortir, c'est de monter à l'abordage. Alors c'est le fameux combat que tout le monde connaît, au moins dans les livres d'histoire, le fameux combat contre le HMS Aréthuse. Sauf que ce qu'on a raconté dans les livres d'histoire, c'est pas tout à fait la grande victoire. Ça a été une raclée parce que quand ils sont montés à l'abordage, ils étaient beaucoup plus hauts. Ils avaient, en plus, les bateaux anglais ils avaient des caronades, ils avaient un équipage affûté. Woolley, le capitaine anglais, était très doué, il arrivait de faire plus une campagne du côté de Porto Rico et tout. C'était des gars affûtés. Ils rentraient en France. Ils on va pas s'en laisser compter par ce petit chat qui vient attaquer le tigre. Ce qui fait que ça a été un combat épouvantable. Ça a duré 1h30, parce que dans les livres d'histoire, on dit que ça a duré 3 heures. Non, ça n'a pas duré. C'était le combat historique, mais ça a été écrit dans les livres d'histoire. Faux. Tout était faux. Ce combat, c'est une raclée qu'on a pris. Il y a eu 3 morts et 9 ou 10 blessés, donc très peu quand même pour l'éloge qu'on en faisait. Mais à l'époque, sous le Directoire, on aimait bien flatter nos exploits. Ça continue aujourd'hui. Ça doit continuer. Alors, ce combat, c'est que il a fallu qu'il abaisse son pavillon, Guinée. Il a vu qu'il était tombé dans un piège. Et ils ont été prisonniers. Alors, ils ont mis les corps à l'eau. Enfin, je ne raconte pas les détails. Et c'est pas du tout comme on l'a écrit dans les livres d'histoire. En arrivant en France, pas du tout. C'est au large des Bermudes. Et j'ai les preuves, je les ai trouvées au large des Bermudes. Donc, un combat naval, disons ridicule, mais c'était trop petit contre un bateau énorme. Ouais. 40 canons, ils avaient un calibre. Et en plus, les bateaux anglais, il faut savoir, ils étaient doublés en cuivre.
C'est-à-dire qu'ils étaient beaucoup plus manœuvrants que nos bateaux qui n'étaient pas doublés en cuivre. Donc ils étaient beaucoup... Enfin, ils étaient tombés dans le piège. Donc ils ont été amenés en prison sur les pontons anglais. Et ce qui est curieux, quand ils sont arrivés en Angleterre, la Royal Navy venait de subir des mutineries, parce que les marins, ils en avaient marre, mais l'armée, ils rigolaient pas. Donc ils sont passés entre les haies des habits rouges, et ils ont tous été en prison très longtemps. Sauf René Guinet, qui n'est resté que 1 mois et 5 jours. Curieux tout de même. Mais à mon avis, ils connaissaient le bonhomme. Ils ont dû faire un échange très avantageux pour eux. Donc il est venu avec un bateau parlementaire. Est-ce que c'est à Saint-Malo? Est-ce que je ne sais pas. Il est revenu aux Sables d'Olonne. Mais il rigolait pas beaucoup parce qu'il dit j'ai perdu mon bateau, j'ai désobéi et sur le directoire, ça rigolait pas. Non. Et il en a parlé à son cousin, son oncle Louineau. Il rigolait pas parce qu'il risquait sa vie. Et donc le combat a eu lieu en août 1797. Et il y a un cour martial qui s'est installé à Rochefort. D'ailleurs, j'ai consulté les registres, je peux vous affirmer. Il y en avait, c'était la guillotine, c'était fusillé, il n'y avait pas de pitié. Donc René Guinet n'a pas dû passer des vacances tranquilles au Sables d'Olonne parce qu'il attendait son jugement au tribunal de Rochefort. Alors le tribunal a jugé au bout de 6 mois, ils ont pris du temps, il y a eu une enquête, et il a été condamné très gravement. Il a sauvé sa peau, ce qui était déjà pas mal, parce qu'on a menti sur les événements en disant c'est un bateau, il a eu un courage fantastique, il a eu un combat épique. Tout est faux. Tout est faux, et enfin je pourrais raconter des détails. Donc il était dégradé. Il est devenu en sous-ordre de tout, interdit de commander quoi que ce soit et tout. Mais il s'en tirait, pour moi, il s'en est bien tiré pas mal. Alors, il est parti sur plusieurs bateaux. Alors, il a été coincé à Rochefort. Il avait un bateau pour faire la surveillance de l'estuaire de la Gironde. Il est allé même sur le Duguay-Trouin, mais il est resté à peine 1 mois, même pas, à côté de l'île d'Aix. Il est tombé malade. Bon, enfin bref, il a fait 6 ou 7 trucs. Mais il a été très apprécié parce qu'ils avaient fait une campagne. Ils ont fait une campagne sur l'Artémis, ils sont allés jusqu'aux Açores. Et là, il a été apprécié par ses supérieurs, il dit c'est un gars absolument hors pair. Du coup, ils ont dit bon, on va le réhabiliter quelque part. Il est parti ensuite, en 1802-1803, pendant 1 an, sur la Bergère. On a dit qu'il avait été capitaine. Non, il était en sous-ordre, mais il était 2e ou 3e, 4e maximum dans l'état-major. Et ils sont partis faire une grande mission diplomatique en Turquie. Il faut savoir que pendant 1 an, il y a eu une paix fragile entre l'Angleterre, tous les belligérants, mais chacun se préparait ses fusils en douce. Donc pendant 1 an, René Guinet est parti au Moyen-Orient, sur les côtes du Liban, et à Istanbul et tout, mais il y avait un grand convoi qui amenait à l'époque, ils amenaient des ambassadeurs, c'était la politique qui était pas bête de Napoléon, il voulait, le Moyen-Orient, pour lui, ça a toujours été important pour couper la route aux Anglais. Il avait raison, donc le canal de Suez, etc., toute la suite qu'on connaît, et puis la campagne d'Égypte. Donc là, que René Guinet s'est énormément fait apprécier. Il n'y a pas eu de combat sur là, mais son comportement à bord des bateaux, il faut voir un peu le circuit qu'il a fait en Méditerranée pendant 1 an. D'ailleurs, j'en profite toujours pour dire qu'il y a quelques années avant, il y avait un fameux bateau qui arrivait du Levant. C'est le fameux bateau, le Grand Saint-Antoine, qui était revenu à Marseille, emmenant avec lui la mort sur toute la Provence, puisqu'il y a eu 80 000 morts sur Marseille qui comprenait 100 000 habitants, je crois. Et puis toute la Provence qui a été atteinte, ça a été la grande épidémie de Provence. Donc quand on allait au Liban, on pouvait ramener des maladies. Donc jusqu'en 1803, il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de combat. C'est très intéressant de connaître un peu cette grande expédition. Et où ça devient très intéressant, c'est que René Guinet a été tellement apprécié qu'on lui a donné un pouvoir maritime, et il est resté au Sables d'Olonne, si je puis dire, responsable de Nantes à Bordeaux, de préserver les côtes contre les Anglais,
Parce qu'eux, ils faisaient le blocus. Nous, on faisait le blocus d'Angleterre, mais eux faisaient le blocus de chez nous. Ils étaient beaucoup plus forts que nous. Donc, pendant 10 ans, à peu près, 10 ans, 9 ans, et 80, ça, à peu près 10 ans au Sable d'Olonne, il a été au Sable d'Olonne, où là, il s'est comporté en corsaire, si je puis dire, puisque c'était plus un bateau de guerre, mais un bateau qu'il avait mis, le Rapace. D'abord, il avait aménagé son bateau, il a mis des petits canons. Et au bout d'un moment, il a même créé une petite flottille, une centaine de marins au Sable d'Olonne. Pour l'accompagner, il avait mis au point toute une stratégie. Ce serait trop long pour vous en parler. Ça a été extraordinaire. Pendant 10 ans, c'est énorme. Il a mené le combat contre les Anglais. Alors là, il y a des tas de pages d'histoire qu'on pourrait lire, parce qu'il a été allé jusqu'à l'île d'Aix, partout. Il connaissait la côte comme sa poche. Quand il était jeune, il avait pratiqué la pêche avec son père. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le 24 février 1809, les Sablais devraient s'en souvenir, c'est le grand combat naval qui a eu lieu dans la rade des Sables d'Olonne. Ça, c'est la photo qu'il y a sur le livre. Voilà, j'y arrive. Tiens, tu peux montrer. Absolument. Alors, le 24 février 1809, il y a eu un grand combat, il y en a eu d'autres, mais celui-ci, René Guinet était acteur, sauf qu'il n'était pas en mer, il était au fort Saint-Nicolas. Mais il a rendu grand service tout de même, parce que c'est une histoire incroyable. Il a réussi, quand il a vu ces grands bateaux arriver, il y avait donc l'Italienne, la Calypso et la Cybèle, 3 grandes frégates qui arrivaient, et qu'il a vu qu'au loin, il y avait d'autres voiles qui arrivaient, il a dit ça va chauffer cette fois-ci. Les 3 bateaux, sous le commandement de Jurien de la Gravière, avaient prévu de se mettre à l'abri de la côte très près, en disant 2 choses. Les Anglais vont pas oser s'approcher, ils connaissent pas la côte. Si, ils connaissaient très bien. Mais, il disait, je serai soutenu par les batteries. Il y avait 3 batteries. Il y en a une à Tanchette, trop loin. Il y en a une à Saint-Nicolas. Et il y avait à la pointe de l'Aiguille. Parce que celle de la pointe de l'Aiguille était trop loin pour tirer sur les bateaux. Et la rade des Sables, ce n'était pas un port, c'était un abri. Et pour rentrer dans le port des Sables, il fallait que la mer soit haute. Et comme les bateaux, ils avaient des tirons, c'est les frégates, ils ont un tiron d'eau de 5 mètres. Ils ne pouvaient pas franchir. Donc ils se sont mis embouqués très près du chenal, mais ils ne pouvaient pas rentrer. Ils se sont mis, ils dit on va tâcher de s'en sortir. Mais les Anglais, avec une audace incroyable, ils ont réussi à bloquer, pour éviter à essayer de se passer entre la côte et les bateaux, et des autres au loin pour éviter qu'ils s'échappent. Ils ont été sauvés pour 2 raisons. Parce que la première, c'est que Guinet, là encore une fois, a été d'une prouesse incroyable. Les canonniers sablais n'étaient pas très compétents, mais lui, il était plus à l'aise. Donc, il a géré les tirs, etc. Et le seul blessé qu'il y a eu à terre, c'est lui. Mais attendez, le comble du comble, c'est que c'était les tireurs sablais, en tirant sur les bateaux anglais, ils ne voyaient rien dans la fumée, ils ont tiré sur un des bateaux français. Et les Français ont dit, ça devait être la Cybèle ou l'Italienne, je ne sais pas quoi. Ils ont dit, mais c'est pas vrai, ils nous prennent pour des Anglais. Ils ont tiré sur le château, le fort Saint-Nicolas, et une motte de terre énorme a volé et a atteint notre Guinée, ça a été le seul blessé. Alors, deuxième chose aussi, pourquoi? C'est que la marée basse, la marée commençait à descendre, il était vers midi et demi, et les bateaux anglais, donc il y avait un vaisseau de 74 canons, ils ont un tirant d'eau de 5, 6, 7 mètres, ils allaient toucher. Et là, à ce moment-là, ils ont dit on s'en va. Donc si vous voulez, le combat de 1809, Guinée s'est distingué par sa diligence. Il a même été chercher des boulets de canon dans son bateau, le Rapace. Mais ce jour-là, hors de question qu'il sorte ce petit bateau, mais il est intervenu au fort Saint-Nicolas. Donc ça, c'était le fameux combat du mois de février 1809. D'accord. Donc on est à... Je regarde l'heure parce qu'on on a passé très rapidement une grande partie déjà de l'émission, mais on approche hélas de sa fin à lui, hein, mais la fin de l'émission, mais sa fin. 1809, on est à 12 ans de sa mort. Donc oui. après cette période. Alors après, ça il a continué à faire le corsaire sur la côte, très bien. Il n'était pas corsaire. C'est pas, oui. Il était chef de la 5e division maritime de l'Ouest. Donc, il était en mission militaire. Et puis, il gérait toute la côte, parce que il y avait du boulot à faire. Parce que les Anglais, ils avaient une audace incroyable pour une raison simple, c'est qu'à bord, ils avaient des pilotes français. Parce qu'ils prenaient les prisonniers
Et le gars disait, si vous faites pas ce que vous voulez, nous on avait le fils, ils avaient le fils, c'est les pontons tout de suite. Alors, il disait, ben, vous virez là, attention le caillou du Nouk, le caillou, etc. Non, mais c'est officiel. Ce qui explique pourquoi ils étaient si bien renseignés. Ils avaient des pilotes français, enfin, contraints. Ils n'avaient pas le choix. Alors vous passez là, il n'y a pas de fond, là il y a des cailloux, etc. Parce qu'il faut voir les détails de ce combat de 1809. Alors après, il a continué des prises de bateaux à Fromentine, partout, des montées à l'abordage et tout. Il y en a une quinzaine, une vingtaine. La liste est très longue. Donc il a été décoré par je vais dire, pas l'amirauté, mais la chambre de commerce de Nantes, parce qu'il a sauvé énormément de bateaux de commerce entre Nantes, La Rochelle et puis Bordeaux. C'est lui qui faisait la sécurité. Donc ils l'ont reconnu. Donc il a été reconnu, une gratification importante. Alors il n'a pas touché beaucoup d'argent. On lui a fait des honneurs, mais les honneurs, ça nourrit pas son bonhomme tout le temps. À l'époque, c'était comme aujourd'hui. Donc René Guinet est parti, à ce moment-là, il est parti faire un voyage, parce qu'il y a eu les deux restaurations. Il faut revenir un peu en arrière. Il y a eu la première, quand Napoléon est en 1815, après il a la chute de Napoléon, son retour de Russie, la campagne de Russie, où ils sont quand même partis 700 000 hommes, et puis quand il est revenu, il n'y avait plus grand monde dans les colonnes, les gens abandonnaient et tout, là, ça a été la Bérésina. Bon, après, il a abdiqué, il est parti en exil, mais donc il y a eu la première restauration. Et là, on a fait un très bel objet qu'on a offert au duc d'Angoulême, dont René Guinet était chargé de lui offrir. Et cette très belle pièce qu'on a les photos était au musée d'Historial en Vendée. Et ça, c'est extraordinaire. Et là, on pourra en parler. Donc c'est un bateau qui existe toujours, oui, un bateau en argent en massif. argent, absolument. Oui, Hein, oui, c'est en ça. argent massif. Avec plein de. C'est une œuvre d'art incroyable. Donc on a la chance en Vendée encore de la conserver. Alors, tout allait bien, si je puis dire. Tout le monde était pas. On en avait marre de la bagarre et tout. La première restauration, tout rentrait dans le calme, si je puis dire. On était tranquille. Les 100 jours. Ben oui. Napoléon revient, remonte la vallée du Rhône, revient à Fontainebleau, etc. Et rebelote. Et Guinet, il avait du mal à suivre. D'ailleurs, tout le monde avait mal à suivre. Tous les préfets. La Restauration avait gardé les anciens préfets, les administrations. Ils n'avaient pas changé. On va pas. Donc, on se mettait en bien avec les Anglais, puisqu'on leur donnait du vin. On allait manger avec les Anglais. On s'était tiré dessus pendant longtemps. Mais là, c'était avec la première Restauration. Napoléon revient. C'est important. Rebelote. On réquisitionne les marins au Sable comme ailleurs. Allez, il va falloir aller à Rochefort. Alors là, les marins sablaient, il y a eu mutinerie. Alors Guinet, lui, il n'a pas compris, il était à l'île d'Aix à ce moment-là. Il est venu au Sable d'Olonne, il s'est fâché, il dit les gars, mais il faut essayer de le lever, il faut retourner. Alors là, ils se sont mutilés. Alors là, je crois sincèrement que là, il l'a eu mauvaise. Lui était belliciste jusqu'au bout, mais les collègues sablais n'ont pas voulu y aller, donc il a fallu envoyer la gendarmerie. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, parce que les 100 jours, ça a duré un peu plus de 100 jours. Heureusement, il y a eu la deuxième restauration. Alors, je fais court, parce qu'il y a des tas de choses à dire. Deuxième restauration, alors là, l'amirauté a dit, non, là, Guinet, ceux qui ont changé 3 ou 4 fois, parce qu'il a été la Légion d'honneur avec... il a été de tous les côtés, où il s'en foutait, à la limite. Il avait les décorations de l'Ancien Régime, du Nouveau, de la République. Il y a un autre à l'époque, c'était Talleyrand, je crois, hein, qui était pas mal aussi. Oui, mais à l'époque... Alors, comme j'ai lu dans les archives, l'amour-propre, on n'en avait pas beaucoup. Enfin, lui, il était sans illusion. Hein. Il a eu donc la Légion d'honneur, mais il a eu la Croix de Saint-Louis. Il a été gratifié de tous les côtés. Il a fait son boulot, sauf que les régimes allaient plus vite que lui, j'allais dire. Donc c'était un petit peu ça, quoi. Donc deuxième restauration, et là il a été mis à la retraite. Il a été mis à la retraite. Là, il se sentait un petit peu amer de tout ce qu'il avait, comment il avait été reçu au Sable d'Olonne, et il est parti s'installer à Nantes. Alors à Nantes, il était connu puisqu'il avait sauvé tout le commerce avec les armateurs et tout, ils étaient très contents, donc il avait dit qu'est-ce qu'il allait faire pendant 3 ans. Alors là, c'est vrai que Charles Merlan, donc son biographe sur lequel je me suis inspiré, on ne sait pas ce qu'il a fait pendant ces dernières années. Eh bien si, ça a été pour moi une grande découverte.
parce qu'il a fait, il y aurait quoi à écrire un livre sur chacune de ses expéditions, il a fait 3 choses. Il est parti sur le père de famille, il a fait une droiture, c'est-à-dire une traversée de l'Atlantique directement sur les Antilles, la Guadeloupe, etc., pour faire du commerce. Sauf que le père de famille, c'est un bateau qui a une renommée de traite négrière. Bon, donc déjà ça part mal, surtout qu'il avait déjà, etc. Mais ça c'est rien encore, c'est rien. Pendant ce temps-là, les gars de la Chambre de commerce de Nantes ont dit mais il faut quand même qu'on le réintègre. Ils voulaient rentrer dans l'armée, dans la navale, dans la Royale Navale, dans la marine. Il n'avait plus de sous. Le ministre de la Marine, Gouvion-Saint-Cyr, de mémoire, il a dit on n'a plus d'argent. Il pouvait plus le payer. Il n'était pas payé très cher, mais il n'avait même plus un sou. La Révolution, tout ça, ça avait coûté de l'argent. Donc, il s'est trouvé un petit peu démuni. Et il a rencontré sur les quais de Nantes un monsieur Formon. Ce monsieur Formon, il est extraordinaire. Il a eu des aventures. C'est un jeune, il avait 30aine d'années, dynamique, une grande famille. Il est né d'ailleurs à Saint-Domingue, ce qui est fait qu'ils avaient des points communs avec René Guinet. Ils ont énormément sympathisé. Et Formon lui a dit écoute, j'ai un plan pour toi du tonnerre. Tu vas prendre le bateau, le Charles, et tu vas aller faire chercher des épices à Malacca, en Indonésie. Sauf que tout est faux. C'était pas du tout un commerce pour les épices du côté de Malacca et compagnie. C'était un commerce triangulaire. Triangulaire consiste à descendre sur les côtes d'Afrique, embarquer les prisonniers, déjà prisonniers par les gens du coin, et les transporter à Saint-Domingue. Et on continue, l'affaire est continue. Il faut savoir que depuis 1800, déjà la suppression de l'esclavage avait été déjà promulguée déjà depuis longtemps. La Révolution. Pas la Révolution, Napoléon l'a remis, exactement, oui. Louis XVIII l'avait resupprimé, mais enfin, avant que les ordres passent puis que l'application se fasse, le commerce des esclaves avait vraiment été aboli officiellement qu'en 1830. Mais enfin, les Anglais l'avaient commencé avant, mais eux, c'était avec une arrière-pensée. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand ils sont arrivés dans le golfe de Guinée, marrant, golfe de Guinée, ils se sont fait surprendre par un bateau anglais qui les a pris les mains dans la main dans le sac en train de faire du trafic de la triangulaire. Mais il venait du Sierra Leone, ce bateau, mais c'est dingue. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est négocier des marchés avec les gars du coin. C'était une hypocrisie consommée, mais enfin, ça n'a pas changé. Il y avait le langage officiel et l'attitude. Donc, il a été pris la main dans le sac, qui ne l'a pas empêché de revenir sur Saint-Domingue. Et là, les archives ne sont pas claires. Est-ce qu'il a fait un autre voyage en douce ou pas Bref, encore là, c'est une histoire assez longue et pas inintéressante. Et puis, mais c'était pas tout. Formon, quand il est arrivé à Nantes, il lui a dit, mais voilà, c'est bien passé. Ils avaient caché leur vraie destination. À l'époque, on mettait plusieurs pavillons, plusieurs cahiers. On disait, mais j'arrive de là. Et tous les faux. Je sais pas comment c'est d'aujourd'hui, la falsification des papiers. Il y en a qui y arrivent aussi. Qui y arrivent encore aujourd'hui. Ouais. Donc, quand il est arrivé, il lui a dit, il était content, Formon, de le voir arriver. Il lui a dit, mais alors, il a dit, oui, mais c'est bien, mais ton bateau, il commence à être fatigué. Il avait effectivement un bateau qui avait une dizaine d'années, et les membrures, tout ça, ça commençait à travailler. Il me dit, moi, je peux pas. Alors, pendant 1 an et demi, ils se sont mis au point à faire construire à Paimboeuf un bateau super performant qui s'appelle l'Héritier de Berry. Alors pourquoi l'Héritier de Berry? C'est parce que c'est l'année où il y a l'assassinat du duc de Berry. Et je pense que ça a été un remue-ménage au niveau médiatique énorme. Ça a dû inspirer Formon de s'appeler l'Héritier de Berry, etc. Bon, je ferme la parenthèse. Et là, ils ont monté une expédition absolument incroyable. C'était le dernier voyage de Guinée. Il commençait à prendre de l'âge, il fatiguait. Ils sont partis faire une mission à la fois diplomatique et commerciale au sud du Brésil, donc l'Amérique du Sud, jusqu'au Paraguay, jusqu'au sud. Alors, c'est un voyage absolument fabuleux parce que ils ont découvert ils sont allés d'abord à Rio de Janeiro et à 8 jours près, 15 jours, il aurait rencontré Jurien de la Gravière qui lui organisait une mission pour passer le Cap Horn.
pour aller sur les côtes du Chili. Alors, ils auraient retrouvé son copain, Julien de la Gravière, de 1809, qui était au Sable d'Olonne, donc quelques années auparavant. De la Gravière qui a donné son nom auquel la Gravière? Eh ben, c'est bien possible. C'est bien possible. C'est bien possible. Julien de la Gravière. Il a écrit un très beau livre sur ses mémoires d'un amiral. Il a fait une très belle carrière. Et d'ailleurs, je m'en suis inspiré dans ses écrits. La conclusion un peu du livre, si par vous qui voulez être marin, n'oubliez jamais que c'est un métier difficile, mais qu'il faut que vous acceptiez la notion de sacrifice. Je trouve ça très beau de dire ça. Et ça a été une de mes réflexions que j'ai gardées dans le livre, si je puis dire. J'ai trouvé ça très bien. Alors, à quelques temps près, ils auraient pu se rencontrer à Rio de Janeiro. Alors, pour une fois que René Guinet ne se battait pas contre les Portugais, alors ils sont descendus tout à fait au sud du Brésil. Ils sont rentrés dans l'estuaire de... là, ils ont acheté des oiseaux à des trafiquants, des oiseaux avec des plumes, les toucans, des oiseaux, des perroquets à toutes les plumes. Mais à l'époque, ils les gardaient pas vivants. Le bateau permettait pas d'avoir des cages, etc. Alors là, ça a commencé les ennuis pour René Guinet. Ils ont été obligés de débarquer déjà un premier matelot qui était malade, parce qu'ils l'ont revu. Et le périple a duré quasiment 1 an, ça a été très très long. Il y a eu des malades, etc. Ils se sont traînés, ils sont remontés sur le... Alors, pour descendre sur le Brésil, c'est facile, les vents et les courants sont favorables, mais pour remonter, c'est très compliqué. Parce c'est l'inverse de l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Les vents, les courants, c'est dans l'autre sens. Ils devaient le faire. Donc c'est très compliqué. Donc ils ont réussi à revenir sur les Caraïbes. Ils ont rejoint, après bien des soucis, La Havane, qui connaissait La Havane puisqu'il était déjà venu faire du business. Et là, alors là, il y a eu des morts, des malades, etc. Ils sont restés 1 mois à la Havane. Est-ce qu'il était fatigué, malade? Est-ce qu'il attrapait une maladie? Toujours est-il qu'ils sont arrivés avec un peu de retard à Nantes. Et là, il ne s'est pas senti bien. Formon l'a accueilli quand même. Il était content de voir si les cales étaient pleines. Il y ramenait tout ce qu'il pouvait. Il faut savoir qu'au Brésil, il y a une plante qui coûte très très cher, l'Ipecaoa. C'est une plante, une racine qui est médicamenteuse très importante au niveau pharmaceutique. Donc ils en ont ramassé plusieurs centaines de kilos. Ils ont ramené tout ce qu'ils pouvaient ramener. Et puis peut-être aussi, ils ont peut-être ramené aussi du café, du thé, du sucre s'ils sont allés à La Havane. Et il est arrivé le 16 septembre, il a été désarmé à Nantes. Je vais vite. Et là, il s'est senti pas bien. Et il habitait rue de Gorge, chez une dame, j'ai oublié son nom, une dame Menot, une chambre garnie, donc c'est vous dire qu'il n'était pas très, très, très argenté. Il s'est senti malade et il est décédé le 5 décembre. Le 5 décembre, j'ai le registre. Il y a une sépulture à Saint-Nicolas. Les archives paroissiales ont dit que ça n'a pas remué les foules. Formon était là. Tellement tristounette, c'est qu'il a été enterré au cimetière de Miséricorde. Pas dans une fosse commune, mais dans un coin. Il n'y avait pas de thon, rien, pas d'argent. Il a fallu attendre 2 ans pour que Marie-Rose paye la concession. Et il est tombé dans l'oubli, alors qu'il a eu une vie absolument prodigieuse de voyage à travers les océans, de pêche, de combat naval, parce que j'ai été très court, très bref. Chaque navigation mériterait presque une relation. Donc, pour moi, c'est comme un Surcouf. La différence de Surcouf, bien connu de tout le monde, c'est que Surcouf est né riche, il est mort milliardaire. René Guinet est né pauvre, il est mort encore plus pauvre. Voilà. Juste pour conclure, parce que ça y est, on est arrivé au terme de notre heure d'émission. C'était passionnant. Qui a eu l'idée de donner son nom à ce quai Guinet? Parce qu'il y a bien un moment donné un élu ou je ne sais qui. Oui, alors qui a dit... je me suis renseigné aux archives, on a trouvé à peu près la période, mais ça doit être le conseil municipal qui, en mémoire de tout, je crois que j'ai les années. Ça a dû être
pas vous dire, 1800 vers, je sais pas, vers 1800. J'ai eu la date à peu près où ça a été donné, le nom de C'était au Guéguinet. 19e siècle, quoi. Ouais, Hein? c'était armé. Et le conseil municipal qui a dû. Alors, justement, sa femme, Marie-Rose, qui a été déraisonnée, a demandé de l'argent à la municipalité qui lui a octroyé. Alors, par contre, il y a eu par contre, c'est que l'administration maritime a réclamé l'épée d'honneur ou ces insignes militaires pour les repiquer. La reconnaissance de l'administration nationale, on sait Ouais. ce qu'il a. Mais la ville des Sables, je crois, lui a octroyé une pension. Alors Louineau, son oncle, a continué sa carrière. Il est devenu capitaine du port au Sable d'Olonne, après bien des histoires, comme quoi que pour subvenir, il fallait qu'ils aient des petits boulots, du boulot, Ouais. etc. Ils étaient très pauvres, ces gens-là, mais ils avaient une richesse de cœur. Ils étaient fidèles à leur pays, malgré les vicissitudes politiques, etc. Et c'est ce qui a un petit peu a ulcéré un peu René Guinet, parce que ses copains, ils en avaient marre d'être toujours sollicités pour être embarqués sur les bateaux de la France. Et donc c'est là qu'il a quitté les Sables d'Olonne. Michel, il me reste à vous remercier hein, pour ce brillant exposé sur la vie de René Guinet. C'est d'illustres inconnus, comme dirait l'autre. Oui. Non, mais c'est vrai que voilà, on l'a sorti un petit peu de l'ombre. Complètement. Hein, et puis maintenant, vous en saurez plus sur Ben, le celui livre. qui a donné son nom au Ah Quai oui, Guinet. et puis le livre. Et puis voilà, surtout ce qu'il faut dire, c'est qu'il va y avoir, donc Ah ouais. on l'a déjà précisé tout à l'heure, mais en novembre, normalement, Absolument, si tout se passe bien, tout se passe. Oui, avec les allées hein, actuelles. Oui. donc les éditions de La Chouette de Vendée. hein, de Madame Herbreteau, Mais on devrait à pas. Châtenay. Oui. Mais il y a un souffle d'aventure, un Ah ouais. souffle d'histoire. Il y a beaucoup de choses. Je pense que j'attendrai les commentaires. Voilà, donc c'est un livre qu'on va pouvoir, vous pouvez y aller. De temps en temps, on vous passe la petite bande annonce, mais c'est sur Internet, si vous voulez le commander, le livre, c'est sur lachouettedevendée.com. Oui. Alors, la-chouette-de-vendée, il n'y a pas d'accent, Oui. .com. Hein, et puis là, vous allez retrouver, et sachant que ben. les éditions de La Chouette de Vendée, Ah il y a oui. beaucoup Beaucoup. de romans historiques. Ah beaucoup, il y a tout, il y a de et tout. puis des Il y a de tout, il y a des témoignages, voyages à la voile, voilà. avec Neurone, il y a des Tout ça. il y a eu les carnets de Madame de Bonchamp, ils ont édité plein de choses, je crois, me souvenir qu'on regarde, c'est un peu impressionnant. D'accord. Donc merci Michel. De rien. Et puis peut-être qu'on aura l'occasion un jour d'en de parler d'un prochain marin, pourquoi pas la Gravière. Hein, Ah ben, Jurien de la Gravière, Hein c'est quelque chose, Jurien. Lui aussi, il s'est retrouvé avec son nom sur un quai. Ah là, ben, et Jurien. je pense que ça doit être lui. Hein, Jurien de la Gravière, il Hein est bien, il était bien. Et c'est très 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 bien. Ah ben, voilà. Voilà. Merci. Et puis à très bientôt. On va se quitter sur un peu de navigation, comme d'habitude. Et puis donc malheureusement, on ne se donne pas rendez-vous dans 48 heures parce qu'on va être obligé de rester dans nos pénates. Mais on va tâcher de trouver une autre formule pour des émissions comme ça. Et puis maintenant, la technologie nous a montré qu'on pouvait faire des choses fabuleuses avec nos petits ordinateurs, même si on est coincé et confiné chez soi. À très bientôt.